Salut Jean-Claude. Salut Rémi. Ça va? Ouais, super, et toi? Ça va. Toujours cool d'interviewer des potes. Ah bah c'est un plaisir, et puis de voir aussi tout ce côté coulisses. L'envers du décor? Ouais, exactement. T'en penses Ouais, quoi? j'adore. Ah, j'adore. Moi j'ai l'impression d'être une rockstar. Mais non, parfait, parfait. Au moins je vois, tu vois, avec du matériel de pro. Euh, Enfin là on se dit, ok, on est là et puis faut Et, faire l'éclat quoi. et encore, là c'est le début de l'équipement. Ah, parfait, C'est censé grossir. génial. On dans le vif du sujet. On y va. Quel entrepreneur es-tu? Allez, On lance la roulette. ouais. Vas-y, clique sur Spin It. Et je t'invite à lire la question à vote. Pourquoi ne pas être salarié? Alors pourquoi ne pas être salarié? En fait, c'est vraiment, ça me parlait, ça nous parle hein, en tant qu'individu depuis que, enfin, c'est en nous, c'est dans l'âme. Pourquoi ne pas être salarié? Bah, déjà par obligation. À 32 ans, bah, la société dans laquelle je travaillais a fait une restructuration. Et finalement, je me suis dit, bon, est-ce que je retourne dans ce schéma-là? Est-ce que je fais ce que j'ai envie de faire depuis que je suis petit, à savoir, bah voilà, euh, être à la tête d'une entreprise, de créer des projets, de choisir les opportunités et puis surtout suivre cet idéal, pour moi, c'est de se manager soi-même. Ok. Et bah, t'as dit depuis tout petit, c'est-à-dire? Alors moi, c'est quand même dans la famille, on a des modèles, enfin j'ai mon père, j'ai mon grand-père avant lui qui étaient en fait des managers avant d'être manager. Mon grand-père était colonel dans l'armée. D'accord. Ça se passait au Laos. Donc il a eu ce trait de caractère et il a eu ce type d'éducation à la fois rigide et aussi donc rigide et avec comment dire ça, une droiture. Ok. Donc une discipline, tu sais, donc déjà à la base en tant qu'asiatique, on respecte énormément l'ancien, l'autorité. Et là, mon grand-père a inculqué à tous ses enfants, il en a beaucoup, hein, il en a eu beaucoup des enfants, et beaucoup de petits-enfants. Et tu vois, dans l'éducation qu'on a, c'est vraiment être droit. Ok. Ne pas ne pas faire, faire des erreurs, oui, mais être, si tu veux, avoir un modèle d'évolution. Voilà, dans l'armée, Mm. on passe les étapes. Ok. Et du coup, pardon. Non, mais j'allais dire, ça reprend ton parcours en fait, exactement, parce que du coup, tu viens d'une famille entrepreneuse, du coup. Ouais, alors mon Enfin, grand-père, je te disais à l'armée, et ouais, mon ouais. père, lui, a créé aussi son entreprise. Et c'est en fait c'est là où je suis fan de lui. Mm. C'est que après avoir fait toute cette étape de salarié, il est arrivé dans sa vie où il devait faire, où il n'a pas eu le choix et il a créé son entreprise. Donc lui, il est dans l'imprimerie de finition. Ok. Et voilà, donc la maîtrise de son métier lui a amené à ouvrir sa boutique. Et moi, quand il l'a ouvert, j'avais 20 ans. Et j'ai vu en fait comment il a construit son entreprise. Et là, je me suis dit, c'est ce que je veux faire aussi plus tard. Ah ouais. Ouais. Pourquoi tu t'es dit ça? Enfin, qu'est-ce qui. C'est en moi, c'était dans le sang, dans les vibrations, piloter en fait. Ok. C'est ça qui m'intéresse C'est le pilotage. de l'entreprise. Ok. Ouais. Donc j'apprends, hein, j'apprends Mm. parce que j'ai aucune formation dans le pilotage, en tant qu'entrepreneur, mais je l'apprends tous les jours grâce à des partenaires, grâce à des rencontres. Et du coup, le lancement, du coup, moi je la connais l'histoire, mais raconte-moi. Donc, tu étais salarié à l'aéroport de Genève, si je ne me Oui, trompe pas. oui, Et, oui. et puis un jour, tu t'es dit, allez, maintenant c'est l'heure. Alors maintenant c'est l'heure, oui, parce qu'il y a une restructuration, donc du coup je m'étais retrouvé donc sans emploi. Après, j'avais envie d'entreprendre quelque chose. Je me suis dit pour la première entreprise, pourquoi pas être aidé d'une franchise. Et pour l'accompagnement justement professionnel. Et donc voilà, c'est ce qui m'a plu. Et le projet, il est parti du fait que mon fils avait à l'époque 8 mois. J'avais envie d'entreprendre et j'avais besoin de faire garder mon fils en même temps. Et je me suis dit, bon, ça fait clic. Je me suis dit, pourquoi pas aller sur ce segment? C'est magnifique. Aider les familles en fait, qui sont dans le besoin comme moi.
de devenir professionnels de la petite enfance et de pouvoir conseiller en fait le Grand Annecy sur la garde de leurs enfants et de les accompagner au maximum. Donc voilà, tout est parti de là. Ouais, c'est ça, mais très souvent on entreprend avec un besoin personnel en fait. Enfin, la plupart des entreprises ou des idées qu'on a, etc. Enfin, elles naissent dans notre, je veux dire, dans notre vie du quotidien. Et là, il y a Sur les besoins, on identifie quelque chose, on dit bon bah voilà, il faut nous aider aussi sur cette problématique-là. Et après, bah voilà, c'est quand même une très très belle évolution parce que j'ai rencontré énormément de monde aussi qui m'ont aidé dans la création de l'entreprise. Et puis après, bah voilà, on est en plein développement et continue à agrandir en fait le panel de nos clients. Donc, Et du coup, si on reprend la question de base aujourd'hui, c'est quoi les avantages d'être salarié et pas entrepreneur? Les avantages d'être salarié ou être les avantages plutôt d'être entrepreneur. Les avantages d'être entrepreneur sur un salarié. Alors c'est vraiment de manager sa vie selon notre activité. D'accord? Donc on a des périodes chez Babychou où il faut travailler plus que d'habitude. Là aujourd'hui on est au mois de juin et c'est là où je compte, enfin mes heures font 15 heures de travail opérationnel devant mon ordi. Ouais. Donc là c'est une période très 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 remplie là sur l'agenda et il y a des moments où c'est un peu plus cool. Donc c'est de pouvoir se réguler tout seul. Déjà c'est pas mal, même si ça demande une grosse discipline parce qu'il y a beaucoup de charges de travail qu'il faut faire et qu'il faut débiter en étant seul ici à l'entreprise. C'est un truc qui ressort énormément avec les entrepreneurs que je rencontre de manière générale et ceux que j'interviewe spécialement, mais on entreprend pour aller chercher un sentiment de liberté et en même temps on se retrouve enfermé entre guillemets en fait ça génère une charge de travail hors norme quoi. Parce qu'on est en création d'entreprise, donc finalement tu dois suivre les paliers d'évolution. Et tant que tu es encore que tu es encore sur la création et le développement de l'entreprise, bah, tu fais au maximum le plus économiquement possible. Du coup, le mode d'exploitation. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis. Mais en fait, je dois assumer en début d'activité le travail de plusieurs personnes et après avoir les moyens de staffer et puis avoir un mode d'exploitation mieux travaillé, on va dire, pour plus de qualité de travail. Oui, bah c'est le jeu de l'entrepreneur, c'est qu'au début on a toutes les casquettes, enfin même d'ailleurs tout le temps que je vois, on a toutes les casquettes quoi. C'est-à-dire qu'on est chef marketing, directeur des ventes, recruteur, comptable, recruteur, etc. Ouais, exactement. Et, du coup effectivement il y a un moment donné le but du jeu c'est quand même d'essayer de recruter justement pour m'aider. Cette partie-là je la délègue, cette partie-là exactement. Ouais. Et alors cette partie recrutement c'est compliqué ou pas? Partie recrutement, alors ça prend complètement la moitié de mon activité. Parce que tu sais, aujourd'hui chez Babychou, on essaye d'avoir des intervenantes qu'on optimise au mieux, mais c'est souvent où on a une intervenante pour une famille. Okay. Donc plus on a de famille, plus on doit recruter pour avoir leur partenaire. Donc voilà, c'est toutes ces heures de travail. Donc comment on le met en place? Sourcing, recrutement. Chaque personne, chaque candidat en fait passe 2 heures de recrutement. On fait des sessions collectives. Mais après, il y a tout ce travail de saisie, de suivi, de vérification aussi des parcours des candidats. Ouais. Et tout ce processus-là nous permet de dire que ce sont des gens de confiance. Ouais, et d'ailleurs, j'ai jamais abordé ce sujet-là. Tu recrutes sur un CV, c'est quoi les critères les plus importants pour toi? L'expérience. L'expérience avec les enfants. Avec les enfants. Oui, alors quand on cherche une candidate chez Babychou, c'est une personne qui a déjà fait des babysitting, qui ont déjà travaillé en structure et qui a déjà travaillé avec des familles. Et alors, on a parlé dans la voiture avec Renaud tout à l'heure, parce que du coup, lui, c'est un jeune, tu vois. Et du coup, c'est toujours le même délire. D'ailleurs, à chaque fois sur les annonces, il y a écrit « Recherche avec expérience ». Et ouais, mais si on n'a pas d'expérience, comment
Tu vois ce que je veux dire? Je comprends tout à fait la question. Comment convaincre un employeur? J'ai pas d'expérience, mais faites-moi confiance. Alors, on se met dans le cas de figure qui est quand même à part de la petite enfance. Les parents, quand ils viennent chez moi, ils viennent à notre enseigne parce qu'on est déjà professionnel. Comment expliquer après que la personne qui va s'installer, enfin qui va les suivre, n'a jamais travaillé avec les enfants? Tu vois, il y a cette approche-là. Donc, le babysitting, après, on peut en faire en étant jeune. Mais il faut vraiment, pour moi, pour transformer quelqu'un, pour valider une candidature, qu'elle ait déjà travaillé avec des enfants et pas découvrir ce qu'on a à faire. Là, ça serait à la fois pas très sécuritaire. Et puis après, derrière, c'est beaucoup moins professionnel. Donc, c'est pour ça que la vérification, en fait, j'évite à mes clients de faire des erreurs de casting, même s'il peut y en avoir. Mais c'est d'avoir les personnes les plus qualifiées possibles et une bonne qualité de recrutement, quoi. Il y a un turnover Il y en a. Ouais. Il y en a, bien sûr, parce que naturellement, on a des étudiants qui viennent. Donc, les étudiants qui viennent 1 an, 2 ans sur Annecy s'installent avec un logement étudiant, donc font les années d'études et après retournent chez les parents ou vont travailler dans des plus grandes villes ou suivre leur formation déjà prévue au départ. Donc les candidats sont vraiment très clairs sur leur projet. Oui, c'est clair, ça doit pas être facile ça, à gérer. Ah tiens, est-ce que tu aimes sortir de ta zone de confort? Est-ce que j'aime sortir de ma zone de confort? J'ai pas de zone de confort. En fait, j'ai pas de limite. J'ai pas la limite. Non, mais c'est sûr. La zone de confort, je la cherche, mais je suis en mouvement permanent. Alors, quand tu étais salarié à l'aéroport de Genève, donc j'imagine que ça a l'air intéressant. Enfin voilà, là, est-ce que c'était confortable? Alors oui. Alors voilà, c'est pour ça que j'avais pas créé de projet en même temps. J'avais des horaires de travail qui étaient assez complexes. Planning variable qui changeait d'une semaine à l'autre. J'avais aussi une vie de famille. Et donc, quand je rentrais du boulot, j'étais un peu… j'étais fatigué, mais j'avais toujours l'envie. Mais du moment que tu as ton salaire qui tombe, donc que tu as ce confort de vie, tu ne te poses pas cette question de pourquoi créer un projet maintenant. C'est donc, entre guillemets, le coup de pied aux fesses qui fait que tu te redécouvres. Et c'est là que je me suis dit, waouh, il y a certaines compétences qu'on peut mettre à profit et puis c'est là-dessus que je vais construire mon avenir professionnel. En même temps, je n'ai pas le choix. Donc, instinct de survie. Donc, instinct de survie pro, on y va à fond. Donc, pendant que j'étais salarié, non, je ne me posais pas cette question. Et du coup, je veux dire, aujourd'hui, ta zone de confort, t'as pas de revers là-dessus, ça va Alors, non, zone de confort, c'est que j'ai pas, mes heures de travail varient tous les jours, des opportunités arrivent tous les jours, il y en a des plus intéressantes que d'autres et par contre, quand on s'investit, on a envie d'y aller à fond. J'ai pas encore cette routine-là, si tu veux, j'ai pas encore cette routine où m'installer et me dire, j'ai un périmètre où je peux naviguer et où j'ai peur de franchir. Non, parce que moi, j'essaye justement d'avoir un jardin, parce que pour moi, je dis zone, mais je le matérialise en périmètre. Je suis en train j'essaye d'avoir un terrain le plus grand possible pour faire des choses et de repousser mes limites. C'est surtout cette notion-là. Ouais, en fait, donc je veux dire, pour revenir sur la question, aimes-tu sortir de ta zone de confort? Tout le temps. C'est tout le temps. Tout le temps. Du coup, tout le temps. Est-ce que tu aimes sortir de ton jardin? Je l'agrandis mon jardin tous les jours et la barrière, on la pousse. Ouais, c'est ça. Comme il y en a une, quoi. Toi, tu vois pas de barrière, en fait. Non, jamais. Et puis tu regardes, même dans notre vie, avec ma femme et mon fils, on est toujours en vadrouille. Toujours en vadrouille. Ouais. On n'a pas de cette routine. Même là, même dans nos vies, en fait, on n'a pas ça. La seule routine, c'est les heures d'école. Après, on fait ce qu'on veut. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais tu as pensé à faire du unschooling, ce qu'on appelle du homeschooling? Oui, du homeschooling. À la maison? Ouais. Pour mon fils? Ouais. On n'a pas envie de couper
à Valentin, mon fils, ce côté social. Ouais. Et lui, il adore se faire des copains. Donc, et puis, avoir un processus, on laisse aux professionnels, le talent de leur enseigner à ses enfants. Donc après, il y a plusieurs modes aujourd'hui d'éducation. On a choisi la nôtre, hein, mais on laisse à ces pros. Comme poser une fenêtre, hein, je laisse à un professionnel de le faire. Hein, donc, je ne vais pas m'improviser, si tu veux, prof à la maison. Ouais, bah oui. Ouais, j'allais dire une petite dernière sur la thématique, c'est verre à moitié vide ou à moitié plein? Moitié plein. Alors, là-dessus, à moitié vide ou à moitié plein. En tant qu'entrepreneur, on se pose énormément de questions. D'être accompagné dans sa vie, donc par ma femme, tu vois, elle me permet toujours de le voir plein. Toujours, parce qu'elle a cette faculté, et elle est essentielle pour moi, c'est que quand j'ai un petit coup de mou, elle me dit, mais regarde, ce côté-là, tu n'y as pas pensé, mais ça va bien. Et j'ai aussi d'autres partenaires qui arrivent maintenant dans ma vie qui me disent, ouais, tu me dis quand ça va pas, mais dis-moi aussi quand ça va bien. Qu'est-ce que tu as eu comme objectif cette semaine, ce mois ou ces dernières heures, sur lequel tu as bien bossé et sur lequel il faut te focaliser. Parce qu'on a tendance à faire ressortir, comme toutes les critiques, hein, que ce soit sur Internet ou les critiques en général, on retient que le mauvais. Ma femme me permet de voir le bon et du coup d'être optimiste. Je suis optimiste de base, mais quand tu vois voilà, que tu peux te prendre 2-3 murs dans tes projets, tu dis waouh, ça peut te décourager. Et être bien accompagné dans sa vie, c'est de dire vas-y, continue. Et ça, c'est très très important et c'est quelque chose d'essentiel. Si je peux recommander un jour aux futurs entrepreneurs quelque chose, c'est d'être bien accompagné dans sa vie. Ouais. C'est énorme. Et ça change tout. Ça change carrément le dessin que tu es en train de réaliser. Et donc, du coup, ça change la base de ta vie. C'est énorme. Merci. Ça ferait partie des choses que je dirais dans Parole d'entrepreneur. Oh, c'est… c'est vrai. Deuxième roulette. Ok. On est parti. Ok. Ah ouais, 3 roulettes. Allez, c'est parti. C'est pas les roulettes russes. Hein. Ouais, heureusement. Alors, spin it. Ça va au niveau des questions? Ah, c'est nickel. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Existe-t-il un statut social d'entrepreneur? Comment le vis-tu? Un statut social d'entrepreneur. Est-ce qu'il y a un statut social d'entrepreneur? Que tu comprends la question? Pas très clair. Est-ce que… Alors, comment tu la comprends? Comment je la comprends? Est-ce qu'il y a… non, mais elle est très claire la question. Est-ce qu'on met sur le tableau une case entrepreneur? Ouais, et derrière, en fait, c'est même est-ce qu'il y a une image de ce que j'ai d'entrepreneur? Je reformule la question. Alors, formel ou selon moi? Selon toi. Alors, selon moi, un statut social d'entrepreneur. Donc, comment moi je le définirais? Comment je définirais en fait ce statut social? C'est être courageux, lancer des projets, travailler énormément. Et voilà, moi comment je définis l'entrepreneur, donc ce statut social, c'est vraiment comme un peu un sportif. Se battre toujours avec son esprit pour aller au bout des choses. Donc on parlait tout à l'heure aussi des quelques barrières qui peuvent se présenter quand on lance un projet, c'est ne pas s'arrêter là. Et de toujours essayer de trouver comment arriver à cet objectif. Donc moi, ce que j'ai appris depuis que je suis entrepreneur, c'est qu'on construit un réseau, des partenaires, des fournisseurs, des clients, des intervenants. Quelqu'un a toujours la réponse à une question. On en parlait aussi avec la Doloréane. On a toujours quelqu'un qui est assez compétent juridiquement ou qui a les formations pour répondre à une question. Ce qu'il faut, c'est en parler. Toujours de la communication pour l'entrepreneur. Ça, c'est un outil essentiel aujourd'hui. Donc, le statut d'entrepreneur, pour revenir à cette question, c'est la personne qui sait se servir de ses connaissances
et qui est assez courageux pour arriver sur l'objectif. Et la personne d'entrepreneur aujourd'hui, je la respecte, mais moi je l'idolâtre. Comme mon père, tu sais, c'est un entrepreneur, c'est qu'il faut qu'il tienne une boutique et il faut aussi qu'il ait les compétences pour que on le suive. Quelqu'un qui est fédérateur. Donc voilà, c'est pour moi l'entrepreneur. C'est une vraie qualité. Et alors derrière cette question, en fait, c'est là où elle est mal tournée, mais ta réponse me satisfait au plus haut point. Et du coup, je vais en poser une deuxième qui est en fait la question sous-jacente. C'est en fait, y a-t-il une image de l'entrepreneur? Et j'allais dire, je précise ma question. Toi qui as connu les deux casquettes justement en tant que salarié et le jour où tu te lances, est-ce que dans ton réseau, dans ton entourage, en gros, ton image a changé quelque part? De l'entrepreneur? Bah en fait, mon image à moi? Ouais, ton image à toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu es passé du salarié, voilà, d'une position qu'on peut dire entre guillemets confortable, qui se pose pas trop de questions, à ce fou qui décide d'entreprendre, quoi. Et qu'est-ce qui a changé? C'est ça ta question? Ouais, en fait, la Qu'est-ce question qui a c'est est-ce changé? qu'il y a des. Enfin, j'allais dire, est-ce que ton image a changé? Ou est-ce que Oui, tu alors. vois, avant, quand tu te présentais, tu dis, bah, moi je fais ça, etc. Et aujourd'hui, tu te présentes et tu dis, bah, je fais ça. Est-ce que tu vois une différence dans la réaction des gens, ce genre de truc? Dans la réaction, enfin, devant les gens, non, parce que tout mon réseau professionnel a changé, si tu veux. Donc, c'est que des nouveaux partenaires. Et en fait, entre mon ancien statut de salarié et aujourd'hui entrepreneur, il y a toute mon identité en fait qui a changé. Toute mon âme aussi, parce que je suis devenu beaucoup plus humble. Là où j'étais très sûr de moi dans mon métier avant, j'ai dû tout réapprendre. Apprendre aujourd'hui à être commercial, à être manager, à savoir donc piloter l'entreprise administrativement, choisir mes fournisseurs, choisir mes partenaires. En fait, c'est comme si on était lycéen, qu'on avait une réputation avant, qu'on change tout à fait de lycée et qu'on se dit, bah, on a carte blanche, maintenant, qu'est-ce que je veux devenir? Et je te dis ça parce que je l'ai vécu. J'ai été en scolarité ici à Annecy, jusqu'en seconde. Mes parents ont déménagé en Isère. Je suis arrivé en Isère, je me suis dit, bon, personne ne me connaît. C'est à moi de construire le meilleur de moi, en essayant hein, toujours, hein, et puis de donner le meilleur côté de la facette. Donc c'est là-dessus où tu arrives à gommer des parts de ta personnalité que tu aimerais un peu étouffer ou moins mettre en avant, c'est sûr, et de reconstruire. Et avoir cette faveur du ciel, c'est une aubaine. Parce que là, tu dis, OK, on a un terrain plat, il faut reconstruire à nouveau. Donc, tout ce qu'on peut modifier d'avant, eh ben, on le fait. Mais il faut juste en avoir conscience. Et là, c'est là-dessus où je suis devenu humble. En fait, j'ai construit comme un petit garçon en fait, ma personnalité. Donc, je suis inspiré par plusieurs modèles, en fait, c'est l'humain hein, qui m'apporte beaucoup. Et j'ai plusieurs figures aujourd'hui qui construisent ma personnalité. Et j'essaye de prendre le meilleur dans chaque personne. Et bah voilà, légèreté aussi, c'est ce qui est important. Parce que voilà, j'adore évoluer avec beaucoup de personnes. On change un peu de sujet sur l'image et tout. J'ai adoré quoi, l'image sur du lycéen, enfin du changement de lycée. Il y a vraiment cet aspect-là en fait. C'est très intéressant. J'allais dire, avant d'aller plus loin, est-ce qu'il peut pousser le parallèle sur justement ta vie de salarié à entrepreneur et justement ce côté tu vois ce que je veux dire ou pas? M'expliquer un peu plus les sensations que tu as vécues en changement de lycée entre Annecy et l'Isère et Ouais. entre ta vie de salarié et entrepreneur. D'accord. Eh ben, on n'a plus du tout les mêmes repères. Mm-hmm. On perd le confort, que ce soit financier et puis le fait d'être drivé en fait sur l'évolution et les tâches à accomplir. Moi, donc on revient sur le système écolier. Donc j'ai toujours été passable à l'école. J'ai jamais pris mon plaisir à apprendre quand j'étais au lycée, hein, jusqu'au bac, si tu veux. Aujourd'hui, c'est un truc de malade. J'ai l'impression de revenir à mes 16 ans,
Mais alors que j'écoute à fond tous mes coachs que j'ai en fait, toutes les personnes qui m'inspirent et qui me transmettent leur expérience. Et je suis là comme un écolier à écouter et à plancher. Donc tu vois, ce côté école, je le reprends maintenant, mais je le savoure. Je le savoure. Tu le savoures peut-être parce que tu l'expérimentes au quotidien en fait. Bah exactement. C'est un peu le problème du lycée, en fait, l'école en général, c'est que tu apprends des trucs mais tu l'expérimentes pas. Donc, Ouais. C'est parce que tu n'as pas ce feeling. À l'école, tu apprends la physique, tu apprends la biologie, tu apprends beaucoup de matières. Mais sans en faire, c'est ça que je veux Bah, dire. sans en faire, parce que tu n'es pas touché, donc pas passionné. Aujourd'hui, là où je me dirige, c'est parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et on voit le travail plaisir. Quand tu as du plaisir, il n'y a plus de travail. Tu fais tes heures, tu les vis tes heures, hein, tu expérimentes, mais tu n'as plus cette pénibilité de voilà, j'ai une heure de latin. Au lycée, tu as une heure de latin, ok, bon, tu subis et tu regardes les minutes. Moi, j'étais comme ça, hein. Et là, quand on parle de quelque chose, que ce soit professionnel ou bien-être, tu te dis waouh, et tu es absorbé. Tu perds cette notion de temps effectif. Et du coup, tu te lances. Ah oui, grave. Je prends toujours cet exemple-là d'un de mes meilleurs amis qui a failli louper son bac parce que la veille on faisait une grosse soirée et puis c'est un pote qui l'a réveillé pour qu'il aille à son épreuve, enfin bref. Oh. Et il est devenu microbiologiste, il doit avoir une licence pro, enfin ou un master, enfin, etc. Et il sait pas trop pourquoi il faisait tout ça, jusqu'à qu'il découvre comment on faisait de la bière. Et aujourd'hui il est brasseur. Et en fait, faire de la bière, c'est de la microbiologie, de la chimie, enfin tout ce qu'il a étudié. Eh oui. Tu vois ce que je veux dire? Et Ah ouais. il a mis, ah mais là en fait, ça me sert mes études. Tu vois. Voilà. Mais enfin, si on lui avait dit à 17 ans, t'étudies ça pour faire de la bière, je pense qu'il aurait appris plus vite. Tu vois, il se serait levé le matin. Ouais, il aurait eu vraiment cet objectif palpable, mais il a fallu toutes ces années pour le découvrir. Ouais, c'est ça qui manque. Enfin, ouais. Et là, c'est pareil. Moi, je ne sais pas où je vais non plus. Je découvre des choses. Et alors, tu sais pas où tu vas, et encore moins avec la question que je vais te poser. C'est l'offre ou la demande qui fait le marché? Alors, c'est plutôt la demande. Ouais. C'est plutôt la demande. Là, on est sur une ville où beaucoup de monde viennent s'expatrier, que ce soit français ou étranger, hein, aujourd'hui plutôt français. On s'installe à Annecy sans forcément avoir de la famille aujourd'hui. Et donc du coup, pour ce garde complémentaire, on a besoin de professionnels parce que voilà, on n'a pas papy et mamie ou tata et tonton qui peuvent accompagner les enfants en dehors de l'école ou de la nounou. Donc du coup, c'est pour ça qu'on vient chez moi. Donc c'est dans 80% des cas. Ça, c'est la demande. C'est vraiment la demande qui fait ça. Et de manière générale, est-ce que tu aurais un avis là-dessus? Sur tout secteur confondu, est-ce que c'est plutôt... en fait, je tourne la question différemment, mais est-ce que c'est les entrepreneurs qui arrivent avec une idée aussi farfelue qu'elle soit, en disant ça les gens vont l'acheter, ou c'est c'est plutôt le public, le consommateur qui dit nous on a besoin de ça. Tu vois ce que je veux dire? Bah, aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on crée le besoin, on crée la demande, et c'est là-dessus qu'après les populations se ruent parce qu'il y a un nouveau truc à la mode, on a envie de savoir ce que c'est, et puis si ça nous convient, bah, on participera au développement. Mais je pense que c'est plutôt ça aujourd'hui. Pour moi, à mon sens, très difficile de créer la nouvelle chose, tendance qui pourra fidéliser le public. Mais ils y arrivent. Il y a des génies qui arrivent à le faire, et je leur tire mon chapeau d'ailleurs. Top. Une petite dernière sur comment on appelle ça? Cette thématique. Sur cette thématique. Ah, si tu étais président, quelles mesures tu prendrais en faveur des entrepreneurs, des entreprises? Ah, j'ai pas cette prétention. Quoique, hein, ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse pas d'être pas à l'Élysée, hein, évidemment, mais
je donnerais beaucoup plus de facilité. Et aussi, je créerais un pôle pour suivre, pour dédier un conseiller à un porteur de projet. C'est ce que, en fait, quand j'ai créé l'entreprise, j'étais en recherche d'informations. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à aller voir tous les partenaires et puis tous les prescripteurs pour créer une entreprise. Et ça a demandé énormément de temps. Si je pouvais contribuer à souffler des idées au président, c'est d'avoir une personne accompagnatrice du porteur de projet et donc de conseiller les établissements, d'accompagner au mieux financièrement et juridiquement les porteurs de projet. Ouais, très compliqué. D'avoir la possibilité d'avoir une vision à long terme, avoir un prévisionnel bas, un prévisionnel haut, c'est énorme pour un entrepreneur et sa famille. Donc c'est surtout ce côté-là. C'est ce qui t'avait manqué à ton enfant ? Oui. Donc moi j'étais vraiment novice là-dedans, je voulais aller dedans et aujourd'hui, avec un peu de recul, j'aurais pu avoir des décisions qui auraient été mieux impactantes, on va dire comme ça, sur toute l'évolution du projet. Ouais. Intéressant. Tu vois, là, je trouve un pain sur le marché. On passe à la troisième roulette. On y va. Ta vision du monde et de l'avenir, qui est d'ailleurs, en fait, j'ai une question à poser, mais des fois la roulette sort la question que je veux. Donc, on est parti. Qui est plus à même de changer le monde? Les entreprises, l'État, les associations? Ce sont les trois. Les trois avec de la communication. On a des choses à améliorer dans chacun de nos systèmes, que ce soit des associations au niveau des entreprises et au niveau de l'État. Il faut pouvoir communiquer et avoir un objectif commun qui est le développement, de ne pas charger trop fiscalement, je te dis. Mais avoir cette communication qui permet aujourd'hui qu'un projet soit viable déjà, qui serve à la population et qui soit réattribué à la société. Donc avoir cet objectif-là commun, c'est très important. Et l'objectif, ce serait quoi, tu as dit ? Que tout le monde trouve satisfaction entre l'État quand ils aident une entreprise et après de récupérer après fiscalement, c'est normal pour construire notre société. Et puis les entreprises de pouvoir être aidées par l'État et après de développer le projet d'entreprise. Ouais, c'est... d'accord. Et du coup, là, j'allais dire, si tu n'as pas l'engrenage pour lier les trois, ce serait du coup la communication. Et oui. Lier la communication. Oui. Et, justement, voilà, tu es chef d'entreprise. Quelle relation tu as avec l'administration ? Quelle relation j'ai ? Aujourd'hui, ce sont des formulaires. C'est que du papier. Si on pouvait avoir une personne qui ferait la liaison, en somme, de toutes les interactions qu'on peut avoir, ça serait beaucoup mieux, beaucoup plus fluide. Et là, je te parle d'éléments comme le transfert de siège social, des choses comme ça. En fait, voilà, on pourrait avoir des conseillers qui nous comprennent, qui nous connaissent et qui fassent la liaison avec… Un peu comme ton conseiller bancaire. Oui. Je veux dire, oui, le conseiller bancaire qui voit qui fait un accompagnement aux prêts, un accompagnement aux investissements. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, avoir un conseiller de l'État. Bon, après, c'est utopique, mais qui pourrait nous aider à
à faire les actions qu'on aurait envie, quoi. Yeah. C'est pas con. J'ai jamais pensé. Monsieur Macron. Donc ça créerait des postes. Peut-être qu'il y en a déjà. Peut-être que moi je suis simplement pas informé de ça, mais avoir une personne qui vienne discuter avec moi, Jean-Claude. Oui, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, enfin cette année comme projet. Et puis après, ben voilà, je serai votre conseiller pour vous accompagner au maximum. Chapeau. C'est exactement pour ça que je veux interviewer les gens en fait, pour qu'ils me trouvent des idées. Moi, la seule idée que j'avais par rapport à justement sur la partie fiscale, ou en tout cas, je vais prendre ton avis là-dessus, c'est que tu vois, sur l'impôt sur le revenu, il est proportionnel à ton revenu. Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud bouillant. Non, mais ce que je veux dire, c'est des riches, tu payes l'ISF et c'est proportionnel. Pourquoi il n'y a pas ça sur les entreprises? Et d'ailleurs, même sur les entreprises, si on fouille un peu, en fait, c'est même inversé, c'est-à-dire que les multinationales payent environ 8 à 10% d'impôts, pendant que les PME, TPE payent 33% d'impôts. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si on inversait la tendance, qu'est-ce qui se passerait? Ah, bah, je sais pas. Après, j'ai pas assez de recul pour ça, pour pouvoir te construire quelque chose de vraiment une réponse comme tu l'entendrais. En plus, c'est en pleine actu, hein. On est en ce moment en pleine déclaration. Et ouais, donc là, je suis très réservé sur la question. Et du coup, non, mais c'est un truc c'est un peu. j'ai percuté quand tu dis les multinationales, elles ont les moyens de payer des gros fiscalistes et du coup de payer moins de charges, etc. Enfin, ce qui joue le jeu, c'est normal. Ouais. Mais en fait, c'est quand même étrange que, j'allais dire, pour des individus, plus t'es pauvre, moins tu payes. Et c'est une société, la belle société française dans laquelle on est. Et par contre, les entreprises, non. Pourtant, c'est les entreprises qui font le marché, l'économie et donc le revenu. Ouais. Bref, c'est un truc qui m'a toujours intrigué. Un jour, j'aimerais aller interroger, je veux dire, le directeur des impôts des sociétés, tu vois. Bah non plus, ouais, à mon grand regret, hein, je suis pas assez passionné par, tu vois, par les chiffres et puis par les. Passons sur autre chose. Sur du coup plutôt la vision de l'avenir en fait. Est-ce que tu vois qui c'est je pose la question à chaque fois. Est-ce que tu vois qui c'est Pierre Rabhi? Non. Non. Aide-moi. Pierre Rabhi, c'est un philosophe agriculteur français qui prône un retour à la terre, la sobriété heureuse, c'est le titre d'un de ses livres. Et tu vois qui c'est Elon Musk? Oui. Voilà. Donc en gros, tu as une vision de l'avenir plutôt Elon Musk ou Pierre Rabhi? Alors là, encore une fois, les deux liés. Alors, pour ma part, moi, mes beaux-parents sont agriculteurs. Donc la terre, ma femme sait ce que c'est. J'essaye d'éduquer, enfin de sensibiliser mon fils à ce que c'est au maximum. Bon, aujourd'hui, il a 4 ans, je ne l'embête pas trop avec ça. Mais il va être très, très, très important aujourd'hui de retravailler la terre localement. Très, très, très important. Parce que voilà, on a beaucoup de sujets. La nourriture qui est là. L'espace aussi sur lequel il va falloir sur lequel on planche déjà, hein, toute notre génération, mais sur lequel il faut mettre les bouchées doubles. Allier technologie et la terre, il faut le faire. Et je pense qu'on va concilier tout ça entre voilà, c'est notre génération, direction Elon Musk et direction voilà, notre patrimoine qu'il faut respecter. Et il faut plancher et avoir beaucoup de communication sur les deux. Donc pour moi, c'est les deux en même temps. Parce que sans terre, habiter sur Mars, c'est pas pour tout de suite. Hein. Donc il faut prendre soin aussi de tout ce qu'on fait. Donc, par rapport aux générations précédentes, on a mis beaucoup de choses. Hein. On a mis beaucoup de choses en œuvre sur le plastique, le fait de manger mieux. Mais voilà, on n'est qu'au début. Et on pourrait localement être des super acteurs là-dessus. Okay. Et après, on a besoin de tous les cerveaux aussi pour réfléchir à tout ça. Donc, être actif. Cool. Parfait. On est pas mal. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Pas forcément. Sur quoi tu voudrais qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, c'est très bien. En général, je finis là-dessus, sur la convergence des deux mondes.
Bravo. Merci Bravo. Jean-Claude. Merci Rémi. Quel honneur.